Échevine au logement, patrimoine public et égalité des chances, elle est adjointe au maire, le bourgmestre de Bruxelles, la capitale européenne. Lydia Moutier-Bellé est l'invitée de Top Congo FM. Un budget énorme. C'est un budget colossal. Budget colossal dont vous avez la responsabilité en tant qu'adjointe du maire. Voilà. Comment est-ce qu'une Congolaise d'origine arrive à une telle fonction ? Édition spéciale à suivre ce jeudi 1er juin après le journal de 19h. Rediffusion jeudi 1er juin après le journal de minuit, vendredi 2 juin après le journal de 7h. Chers téléspectateurs, bonjour. Lundi, nous étions en édition spéciale avec le président de la CENI. Mardi, nous étions face à face avec un député français. Nous sommes dans la diaspora. Mercredi, nous étions en édition spéciale sur les risques d'éclatement de la RDC avec Charles Nana. Aujourd'hui, jeudi, nous sommes de retour à Bruxelles avec vous, Madame Lydia Moutier-Bellé. Bonjour. Bonjour, Monsieur Sakeno. Merci de nous recevoir. Vous êtes échevine au logement, patrimoine public et égalité des chances de la ville de Bruxelles. Autrement dit, vous êtes adjointe au maire de Bruxelles. Alors, rapidement, je voudrais que vous nous définissiez un peu cette fonction. Égalité des chances, je voudrais qu'on termine par ça. Mais qu'est-ce que patrimoine public et logement ? Alors, vous devez savoir que la ville de Bruxelles, c'est l'une des plus grandes municipalités de la Belgique et qui a un très grand patrimoine immobilier, qui construit, qui rénove. Et moi, en tant qu'échevine du patrimoine public de la ville, mon travail, c'est de construire. Par exemple, ici, nous sommes au Bru City. C'est le nouveau bâtiment administratif de la ville de Bruxelles. Et où il y a à peu près 2000 fonctionnaires qui travaillent quasiment tous les jours. Et c'est le département du patrimoine public que je dirige qui a supervisé tout ce chantier. À partir du moment où on décide de construire un bien, lancement du cahier spécial des charges pour lancer l'offre pour que les entreprises puissent soumissionner. Ensuite, tout ce qui est la gestion du chantier. Et une fois que le bâtiment est construit, c'est le suivi, l'entretien, etc. C'est supervisé par mon département, le patrimoine. Ça, c'est le patrimoine public. Inutile de vous demander combien ça a coûté. C'est vrai, c'est un tout nouveau bâtiment. Vous avez parlé, on est un peu habitué à ça aussi au Congo. Enfin, un peu, avec offre publique. Le patrimoine public bruxellois, c'est des milliards. C'est combien ? Je ne peux pas vous dire comme ça, mais en fait, ça dépend des chantiers. Ici, le Bru City, je pense que c'est un bâtiment, ça nous a coûté 150 millions d'euros. Vendredi, on inaugurait une salle de sport, la salle Bolingo, c'était 12 millions d'euros. Ça dépend vraiment des chantiers, certaines rénovations. Il y a par exemple la Bourse, le bâtiment de la Bourse, que tout le monde connaît à Bruxelles. Ça a toujours été un lieu emblématique, mais les gens, la population n'y avait pas accès. La ville de Bruxelles a racheté la Bourse, a fait des travaux et on va inaugurer la Bourse en juillet. Ça va être accessible au public. Il y aura des salles de réunion, il y aura le musée de la bière. On pourra traverser la Bourse et la rénovation de la Bourse nous a coûté 55 millions d'euros. Ça dépend des chantiers. C'est beaucoup d'argent à gérer, un budget énorme. C'est un budget colossal. Budget colossal dont vous avez la responsabilité en tant qu'adjointe du maire. Voilà. Pour la ville de Bruxelles. Pour la ville, exactement. Alors vous avez le patrimoine public, vous avez aussi le logement. Oui, le logement. La régie foncière de la ville de Bruxelles, c'est l'une des plus grosses régies également de la région. Il faut savoir que nous avons à peu près 3800 logements, donc à peu près 3800 locataires. C'est beaucoup de chantiers qui sont construits. C'est des mises en location. Là, par exemple, l'année passée, je pense qu'on a mis en location plus de 200 logements. Et durant chaque législature, on a un plan logement. Et notre ambition, c'est de construire 800 à 1000 logements par législature. 800 à 1000 logements, enfin, environ 160 à 200 logements par an. À peu près, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est un objectif atteignable on atteint généralement. Ou c'est du domaine du on va y arriver? Non, on atteint. Parce que franchement, il y a 20 ans, la régie foncière n'avait pas 4000 logements et aujourd'hui, on approche les 4000. Et là encore de gros budgets. C'est des gros budgets. Alors, question directe avant de passer à votre troisième portefeuille. Comment est-ce qu'une Congolaise d'origine arrive à une telle fonction? Et moi, je suis une ancienne. En 2006, ma première interview, je me rappelle quand je me suis lancée en politique, c'était vous avec Top Congo. J'étais une jeune femme, je me lançais et vous m'avez donné ma chance. Vous aviez cru en moi, personne n'y croyait, mais vous aviez déjà cru et je vous en remercie. Et je pense que j'ai grandi en Belgique. Je suis arrivée en Belgique à l'âge de 6 ans. Et quand j'ai fini mes études universitaires, parce que j'ai étudié le droit à l'ULB,
J'ai été victime de la discrimination à l'embauche quand je cherchais du travail. Pourtant, j'avais un super CV, pas d'échec, des belles cotes, mais je ne trouvais pas de travail. Vous cherchez dans ce dont vous aviez... Oui, je cherchais comme avocate dans un grand cabinet parce que je me disais que voilà, je suis belge et moi aussi, je veux avoir une belle carrière. Et je me suis rendu compte que j'étais discriminée parce que j'étais d'abord une femme et parce que j'étais noire. C'était quoi? Vous vous présentez, vous aviez des collègues qui avaient le même diplôme que vous, eux on les recevait ou alors on les prenait, vous? J'avais des collègues qui avaient même de moins belles cotes que moi, mais qui travaillaient. C'est là que je me suis dit, mais c'est pas normal. Cette personne, on était dans le même groupe de TP où cette personne a fini avec moins de points que moi, mais cette personne travaille déjà. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un vrai frein à l'embauche, il y avait un vrai plafond de verre au-dessus de nous, les jeunes issus de la diversité congolaise. Et donc je me suis engagée en politique. Je n'ai pas directement été candidate, j'ai d'abord été militante. Quand il y avait campagne électorale, eh bien, j'organisais des réunions, je sensibilisais les gens, j'organisais des rencontres, j'allais coller des affiches, je distribuais les flyers des candidats. Et puis ensuite, après, j'ai été engagée en 2004 ici à la ville de Bruxelles. J'ai été engagée comme collaboratrice de l'échevin de la régie des sports et de la propreté. Donc, j'ai travaillé dans cette administration il y a 20 ans. Et en 2006, il y a eu campagne... Il y a eu les élections communales de 2006 et à l'époque, on m'a dit, mais voilà Lydia, on trouve que tu es ambitieuse, que vraiment tu as envie. Et on a besoin de rajeunir la classe politique et de féminiser la classe politique. Pour ça, vous avez le profil? Oui. C'était quoi? On avait besoin de vos compétences, ce que les privés... On n'avait pas besoin de mes compétences. On avait besoin de votre couleur, on avait besoin de votre diversité. Mais on ne savait pas que j'allais être élue. En 2006, quand on m'a pris, on m'a jeté sur la liste. Je ne pense pas que l'ambition de mon parti à l'époque, c'était que je sois élue, c'était juste que je figure. Il n'y avait pas d'objectif. Ils ne se disaient pas qu'elle sera élue, celle-là. Parce que quand j'ai été élue, c'était une grande surprise. On m'a même demandé de démissionner. Votre parti vous demande de démissionner? À l'époque, oui. Pour laisser la place à un colistier? Pour laisser la place à un homme blanc. Parce qu'on n'était pas encore prêt à ce qu'une jeune femme noire puisse être conseillère communale à la ville de Bruxelles. Et j'ai refusé de démissionner. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé dans une adversité quand même. Et puis, petit à petit, toutes les campagnes électorales qu'il y avait en Belgique, j'étais candidate. Et vous étiez élue? J'étais pas élue. J'étais à chaque fois candidate, mais pas nécessairement élue. Et à chaque fois, on me mettait comme candidate parce que je faisais vraiment pas mal de voix. Je faisais toujours des bons scores. Il faut savoir que mon père était pasteur et mon père avait une grande église. Donc, c'était bien de m'avoir aussi sur la liste. Mais sans ambition pour moi. Je devais juste figurer, mais il n'y avait pas cette volonté de me voir monter aux affaires. Mais j'ai changé de parti il y a longtemps. Aujourd'hui, vous êtes au PS. Je suis au Parti socialiste parce que c'était un parti, je pense, qui a toujours été ouvert à la différence. Plus que les humanistes, parce que CDH, c'était l'ancien PSC. Écoutez, il faut savoir que Elio Di Rupo est belge d'origine italienne. Il a été Premier ministre dans ce pays. Il faut savoir qu'il y a eu plein de ministres issus de la diversité au Parti socialiste. On dit toujours, oui, en Belgique, les Marocains émergent. Mais les Marocains qui ont émergé les premiers, c'est au Parti socialiste. Et aujourd'hui, je suis échevine à la ville de Bruxelles. Je suis la première femme qui suis échevine de la régie. Première? Première. Alors, ça a toujours été des compétences. Toute origine confondue? Oui, ça a toujours été des hommes. Régie et patrimoine public et même égalité des chances. Ça a toujours été des compétences qui étaient exercées par des hommes. Aujourd'hui, vous êtes donc échevine au logement, au patrimoine public et je vous avais dit que le dernier portefeuille, on le gardait pour la fin, à l'égalité des chances. Alors vous avez eu de la chance, on dira, ou vous êtes battu. Non, on va dire on vous êtes battu. Vous êtes au niveau là où vous êtes, adjointe au maire de Bruxelles, c'est pas peu. Qu'est-ce que vous faites du fait de vos compétences et de vos responsabilités aujourd'hui pour que égalité des chances il y ait? Mais il faut savoir d'abord que Bruxelles, c'est une ville très multiculturelle. C'est 183 nationalités. Et mon objectif déjà en tant qu'échevine de l'égalité des chances, c'est lutter pour qu'il y ait vraiment un mélange, que Bruxelles soit ce vrai melting pot. La première chose qu'on fait en tant qu'échevine de l'égalité des chances, c'est qu'on donne des subsides aux associations pour que ces associations puissent effectuer des activités. Des associations particulièrement étrangères? Toute association, des associations belges ou étrangères. Ça dépend. Par exemple, il y a des associations qui font des festivals sur le féminisme, qui veulent parler de tout ce qui est femmes, inclusion des femmes. L'égalité des chances, c'est aussi la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est mener toutes les politiques
qu'on peut pour qu'il y ait une égalité. À la ville, on a plusieurs plans d'action pour que déjà dans notre administration, on puisse être exemplaire. On veut qu'il y ait beaucoup de femmes dans l'administration. Donc déjà, on a féminisé tous les postes de direction. En discrimination positive. Discrimination positive. Donc les hommes ont moins de chance, il n'y a pas d'égalité des chances. On veut que les femmes aient autant de chances que les hommes. En fait, souvent, vous savez, quand vous donnez une place à quelqu'un d'autre, vous donnez une place en plus à quelqu'un, vous n'enlevez pas le siège de l'autre. Comme nous, on est assis à deux. Si on ajoute une troisième personne, est-ce que je vous ai enlevé votre place? Je reste là. J'ai juste rajouté un siège en plus. Et c'est ça, en fait, tout ce qui est égalité des chances. C'est qu'on donne de la place, on donne une voix à une personne peut-être qui ne serait pas écoutée, on maximise sa voix. Aujourd'hui, j'ai un micro, vous aussi vous avez un micro, on pouvait parler sans micro, mais le micro permet de nous écouter avec une meilleure qualité et un meilleur son. Alors que si on n'avait pas de micro, on nous écouterait moins. C'est vraiment ça, l'égalité des chances. Mais cette égalité des chances, c'est vouloir mettre sur le même pied d'égalité qui les hommes et les femmes, déjà. C'est pas facile, hein, vous savez. Déjà, arriver à l'égalité salariale, c'est pas facile. On veut qu'il y ait une égalité salariale. On veut qu'il y ait une égalité à l'accès des postes de direction. Et à la ville de Bruxelles, on a un collège paritaire. Il y a autant de femmes que hommes. Et ça, c'est déjà historique. Il y a également la diversité raciale, la lutte contre le racisme. On veut qu'il y ait une place pour la diversité. Si vous venez pendant la journée et vous regardez les guichets à l'administration, il y a 20 ans, je ne pense pas que vous auriez trouvé autant de fonctionnaires noirs ou arabes ou indiens ou asiatiques. On veut que quand quelqu'un vient dans l'administration, qu'il puisse trouver des Belges comme lui qui lui ressemblent. Vous avez vécu en Belgique il y a 20 ans. Est-ce qu'il y avait un chauffeur de bus africain il y a 20 ans? Oui, il y a 30 ans. Il y a 20 ans, vous étiez déjà parti. Il y a 30 ans, c'était difficile de trouver quelqu'un, même qui ramassait les poubelles d'origine africaine. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce qu'on mène des politiques pour arriver vraiment à lutter contre le racisme et la discrimination. Je vais vous donner un exemple. En tant que chef de l'égalité des chances, j'ai organisé 2 fois ici à la ville un prix qu'on a appelé Maman Bouilou. Tout le monde m'a demandé, c'est quoi Maman Bouilou? Les Belges blancs, parce qu'ils ne connaissent pas Maman Bouilou. J'ai dit, ben voilà, moi j'ai grandi ici. Quand on parle des héros d'origine congolaise, on me cite Lumumba, Bouzé. Que des hommes. Que des hommes. Mais moi, en tant que jeune femme qui a grandi en Belgique, j'ai besoin de me projeter sur un modèle féminin. Donc, on doit créer des modèles féminins sur lesquels nous, les femmes, qu'importe notre origine, on peut se projeter. Et vous savez, on donne ce prix à des femmes de la diaspora qui se sont distinguées. À des femmes, même qui ne sont pas congolaises, qui se sont distinguées dans ce qu'elles font. Pourquoi? Parce que Maman Bouilou, c'est une femme qui a résisté à l'oppression de la colonisation. Et elle s'est distinguée. Mais on n'en parle jamais, on parle que de Simon Kimbangu. Et pour moi, en tant que chef de l'égalité des chances, c'était nécessaire de lui donner ce prix. On parle également de l'inclusion des personnes handicapées. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui ont des enfants, par exemple, qui sont autistes, mais qui cachent, qui n'arrivent pas à faire des activités avec leurs enfants. Moi, en tant que chef de l'égalité des chances, il faut que ces parents et ces enfants puissent trouver des activités à la ville. Il faut que, si vous arrivez en chaise roulante, ici, au centre de Bruxelles, que vous puissiez circuler, l'accessibilité de tous ces endroits aux personnes qui vivent avec un handicap. C'est ça l'égalité des chances. Comment ça se passe dans les faits? Dans les faits, par exemple, moi j'ai une enveloppe que je donne à une ASBL qui étudie, par exemple, il y a un festival qui s'appelle Plaisir d'hiver. C'est en plein hiver, il y a des chalets, il y a une grande patinoire. Et qu'est-ce que je fais avec cette association? Eux, ils vont étudier l'emplacement de ce festival et ils regardent, est-ce que c'est accessible? Qu'est-ce qu'on fait pour rendre ces lieux accessibles? Si quelqu'un vient avec sa chaise roulante, est-ce qu'il peut monter facilement? Les toilettes, est-ce qu'elles sont accessibles avec une personne qui est en chaise? Ils étudient tout ça et puis ils nous disent, voilà Madame Leschwid, ça il faut ça, ça il faut ça, ça il faut ça, et on adapte. Le député français que nous recevions mardi, Carlos Martins Bilongo, est l'auteur d'un livre noir français sur les difficultés que rencontrent les Français d'origine africaine dans leur évolution en France. Aujourd'hui, est-ce que, de par votre fonction, vous avez l'impression, pour ce qui est des Noirs belges, entendons-le bien, que vous en faites assez? On n'en fera jamais assez.
Aujourd'hui, je pense que je suis une exception parce que je suis dans la ville de Bruxelles, mais ce n'est pas normal. La Belgique compte combien de communes? À Bruxelles, il y a 19 communes. Il devait y avoir un échevin noir dans toutes ces 19 communes. Il y a des échevins noirs seulement dans 3 communes sur les 19. Vous avez vu toute la population. Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à ça et on doit continuer à travailler. On doit continuer à revendiquer, on doit continuer à militer. On doit dire que nous sommes des Belges. Pourquoi est-ce qu'on doit nous discriminer? Oui, mais en termes de représentation, est-ce que les Africains d'origine ou les Congolais d'origine, en pourcentage, sont plus importants que d'autres communautés ou ont plus de représentativité, par exemple, que les Belges blancs pour revendiquer pareille position? Mais au fait, on ne peut pas comparer. On est Belge, il n'y a pas de question de Belge blanc ou Belge noir. Oui, mais quand on parle belges. d'égalité des chances, c'est que quelque part, il y a un distinguo qui est fait. Il y a une discrimination entre nous, Belges, issus de la diversité, et les Belges blancs. De toute façon, cette discrimination, elle est criante. Est-ce que vous savez qu'un Belge noir, quand il appelle pour avoir accès à un logement, est discriminé jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui. On doit en parler. Malgré que les chevines du logement soient d'origine africaine. Oui, on doit en parler. C'est pour ça qu'on a une régie foncière où, tout justement, il n'y a pas de discrimination pour accéder au logement par rapport à sa couleur, par rapport à son origine. La régie foncière, une fois que vous êtes dans les conditions financières pour accéder au logement et que le règlement d'attribution, vous respectez le règlement d'attribution, on vous attribue le logement. Mais moi, j'appelle Moutier-Bélé, je vais accéder à certains logements, je ne les aurai pas. Et on doit continuer à en parler. Par exemple, au niveau de la région, la ministre la ministre du logement régional essaie même de mettre en place des enquêtes pour qu'on puisse identifier les endroits où les personnes, les Belges issus de l'immigration sont victimes de discrimination au logement. Jusqu'aujourd'hui, il y a toujours une discrimination à l'embauche. Vous allez trouver que dans certaines fonctions, c'est difficile d'y avoir un noir. Et c'est pour ça que ces politiques par rapport à l'égalité des chances sont importantes. Par exemple, par rapport à la colonisation. Il y a eu un travail qui a été mené par une commission parlementaire à l'Assemblée nationale belge. Mais il y a un parti politique, le MR, je le cite, ils ont refusé que la Belgique présente des excuses. Qu'est-ce que ça vous coûte que la Belgique présente des excuses officiellement? Ça veut dire qu'il y a encore un problème. Qu'est-ce que ça leur coûte, selon vous? Vous êtes du PS, je sais que vous êtes opposition au MR, mais pourquoi n'ont-ils pas demandé pardon? Moi, je leur pose la question, en fait, parce que je ne sais pas pourquoi le parti libéral a refusé que la Belgique présente des excuses. Alors que notre parti n'était pas du tout opposé aux excuses de la Belgique. C'est vrai, on a restitué la dent de Lumumba, c'est vrai, on a fait de grandes cérémonies, mais il y a cette symbolique, il faut aller jusqu'au bout. Vous êtes d'origine congolaise? Oui. Et le Congo dans tout ça? Le Congo, dans tout ça, je dis toujours que moi, je suis une métisse culturelle. J'ai besoin de poudou et j'ai besoin de frites. Je ne peux me passer ni de l'un ni de l'autre parce que les deux constituent ma nationalité et mon identité entière. J'ai de la chance parce qu'à la ville de Bruxelles, on travaille avec le Congo. On a un partenariat avec Kimbantseke. Pourquoi on a choisi Kimbantseke? Parce qu'on a voulu choisir une commune rurale avec une grande densité de population, mais une commune qui avait besoin vraiment d'aide et d'assistance. Et on a un partenariat en tout ce qui est état civil. On les accompagne pour tout ce qui est enregistrement des naissances, enregistrement des décès, pour qu'il puisse y avoir un fichier d'état civil. Et on a vraiment vu la progression. Ça fait 17 ans qu'on est partenaire avec Kimbantseke. Si vous allez à la commune de Kimbantseke, vous verrez déjà que vous pouvez trouver votre acte de naissance. Chose que vous ne pouviez pas faire il y a 15 ans. On a aussi construit certains centres, 7 centres de référence pour tout justement aider la population à avoir un bureau où ils peuvent aller et se retrouver. On travaille aussi avec plusieurs associations bruxelloises qui font des projets à Kinshasa. Il y en a beaucoup? Oui, il y a quand même quelques associations. Je vais vous citer par exemple l'association Ciproc de maman Guylaine Molaï qui a acquis un grand champ pour faire... En termes d'agriculture, nous l'avons rencontrée ici aussi. Madame Guylaine Molaï qui a commencé la politique aussi à peu près en même temps que vous. Oui. Et vous? Est-ce que vous pensez que vous êtes plus utile au Congo en restant en Belgique qu'en y allant? Mais je pense qu'au Congo, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de compétences et qui ont beaucoup de valeurs et qu'on ne peut pas tous aller au Congo. Moi, j'ai l'impression que
Quand je suis ici, je suis utile parce que je crée des ponts, je crée des liens. Il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai accompagné le directeur de l'hôpital Saint-Pierre, jusque Paddy, parce que la ville de Bruxelles collabore avec l'hôpital du docteur Mukwege. L'hôpital du docteur Mukwege, et qu'on allait faire une visite de terrain. Et donc voilà, j'étais nécessaire parce que je faisais le lien entre les deux pays. J'ai travaillé aussi avec le docteur Mukwege dans l'associatif. Donc voilà, j'avais des connaissances que le directeur de Saint-Pierre n'avait pas et lui n'en avait que j'avais pas. Donc pour moi, je pense que c'est nécessaire que je sois ici aussi parce que je crée le lien. Vous ne regrettez pas d'être ici et de ne pas être là-bas ou de ne pas pouvoir être là-bas Je sais que ma question va vous paraître bizarre, vous êtes ici chez vous, mais vous ne regrettez pas de ne pas pouvoir faire la même chose là-bas? Mais je pense qu'il y a des personnes qui le font et on doit leur laisser le temps de travailler. Je pense que la démocratie ne se construit pas en un jour. Je pense que le Congo vient à une histoire politique qui est très particulière et souvent on se dit, ben voilà, il y a eu un changement de pouvoir, rien n'a été fait. Ben, je me dis, laissons le temps aux personnes qui viennent de prendre le pouvoir. C'est le premier mandat, regardons le deuxième mandat. Je pense que j'ai confiance aux personnes qui sont là et je pense qu'elles ont la volonté de faire quelque chose d'extraordinaire. Donc on leur laisse un peu de temps. On fait souvent la remarque que le Congolais, individuellement, partout où il va, brille. Mais collectivement, ce n'est pas forcément le cas. Est-ce que vous pensez, dans l'organisation dans laquelle vous travaillez ici, à Bruxelles, que pareille organisation est possible au Congo? Je pense que c'est possible au Congo. Qu'est-ce qui manque alors pour que ce soit réalisable et réalisé? Je pense que c'est le temps. Il faut laisser le temps et puis il faut aussi de volonté politique de le faire. Je pense que la volonté politique est là, mais maintenant il faut juste laisser le temps aux ambitions de se réaliser. Vous avez travaillé au Congo, quelle est la différence entre ce que vous avez vécu ici et ce que vous vivez ici? Qu'est-ce qui devrait être changé là-bas pour que ce soit comme ici? Plus que la volonté politique. Les mentalités aussi. On doit changer de mentalité. Je pense qu'on doit avoir cette vision collective. Parce que nous, en tant que mandataires politiques, déjà, on a ce lien avec le collectif. On a ce lien avec notre ville. On a ce lien avec notre population. Moi, je pense, quand je parle de moi, je dis, c'est vrai que j'ai besoin de gagner ma vie. J'ai besoin d'avoir un bon salaire. Mais déjà, en Europe, il n'y a pas un grand écart salarial. Vous savez, un ouvrier, en Belgique, gagne 1 800 €. Un échevin gagne 4 000 €. Le double. Il ne gagne pas 5 fois plus ou 10 fois plus. Et puis, il y a aussi tout cet aspect fiscal en Belgique. Tout le monde se plaint toujours de notre pays, qu'il y a des taxes, etc. Mais c'est parce qu'on a des taxes qu'on peut construire. C'est parce qu'on a des taxes qu'on a un système de sécurité sociale qui est très fort. C'est parce qu'on a des taxes qu'on a un système de solidarité qui est très fort. Parce qu'on a ces impôts et voilà, les gens voient qu'on construit des hôpitaux, qu'on construit des écoles, qu'on refait les routes. Parce qu'on a accepté aussi de taxer. Voilà, on a pris de responsabilités. Nous, ici à la ville, tout le monde dit, voilà, à la ville de Bruxelles, c'est impossible de se garer. Parce qu'à un moment, on a dit que, voilà, on va faire payer le parking sur la voirie. Tout ça, voilà, c'est une volonté politique qu'on a eue. Et des efforts, est-ce que vous pensez, de ce que vous savez, parce que je sais que vous connaissez un peu la RDC, que vivre comme ça, imposer tout cela est possible aujourd'hui? C'est possible, mais il faut que l'enseignant puisse avoir un salaire qui lui permette de soigner son enfant, qui lui permette de payer le bénéval de son enfant et qui lui permette de manger correctement jusqu'à la fin du mois. Une fois que les besoins de base d'une personne qui a un petit salaire pourront être rencontrés, je pense que tout le monde sera content d'abord de manger à sa faim et tout le monde comprendra que je dois payer les impôts parce que je dois être solidaire avec mes condisciples, je dois être solidaire avec une femme qui vient d'accoucher, qui ne peut pas retourner travailler directement, je dois payer son congé de paternité, je dois être solidaire avec cette personne qui balaye les rues de Kinshasa, qui a un petit salaire et que cette personne a le droit également, lorsqu'elle est malade, d'avoir une mutuelle. Quand
les personnes auront ce sentiment de solidarité et comprendront pourquoi être solidaire. Mais pour qu'elles le comprennent, il faut que dans leurs besoins de tous les jours, ces besoins puissent être rencontrés. Si je demande à quelqu'un de payer des impôts, mais que cette personne ne sait même pas manger du pain chaque matin, vous pensez que cette personne comprendra pourquoi elle doit payer les impôts? Si je demande à quelqu'un de payer des taxes, mais que cette personne n'a pas de courant chaque jour et que le courant part, elle ne comprendra pas. Et de ces individualités congolaises qui brillent de par le monde et qui, on va dire, s'amenuisent une fois réunies en collectif au Congo, que pensez-vous? Je ne pense pas qu'elles s'amenuisent. Je pense que c'est très pessimiste de dire que nos individualités, une fois qu'on est réunis au Congo, s'amenuisent. On ne peut pas comparer les pays où on va, où on brille, et le Congo. Pourquoi? Parce qu'au Congo, il y a certains besoins primaires qui ne sont pas encore rencontrés. Et donc, du coup, quand on arrive au Congo, on est face à des réalités qu'on ne retrouvait pas. Moi, je dis toujours à mes collègues congolais, par exemple, je vais citer une profession, les médecins. Les médecins gagnent bien leur vie ici. Et pour la plupart, ils disent oui. Nous sommes libéraux, on ne vote pas socialiste parce que vous êtes pour, comment ils appellent ça, le clientélisme, l'assistanat. Et je dis toujours à mes compatriotes, tu as des frères ici, tu ne dois pas payer les études des enfants de tes frères parce que c'est pris en charge par l'État. Tu ne dois pas donner de l'argent de poche aux enfants de tes frères parce qu'il y a des allocations familiales. Quand un de tes frères est malade, tu ne dois pas payer ses soins de santé parce qu'il y a de mutuelle. Tu gagnes bien ta vie. Ta famille peut vivre bien sans ton intervention. Quand tu arrives au Congo, même si tu brillais en Europe, tu arrives, tu trouves ta famille dans un état de pauvreté. Tu viens seul, avec ton seul salaire. Tu as un frère qui est enseignant, un autre qui est sans boulot, une belle-sœur, on ne l'a pas payée depuis 6 mois. Qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin d'accompagner ta famille. Donc du coup, tu vois, il y a certaines réalités qui sont intransposables dans les deux modèles. C'est pour ça qu'il faut d'abord qu'on commence à faire ce travail à la base. Comment faire pour que, à la base, il y ait cet accompagnement des populations pour que leurs besoins primaires puissent être rencontrés. Il y a beaucoup d'efforts qui ont déjà été faits. On a déjà augmenté le salaire des enseignants. Ils sont passés de $50 à $200. Mais personne ne voit cet effort parce que $200, c'est toujours rien. Donc, on doit continuer dans cet effort pour qu'un jour, on se dise, eh bien voilà, il y a des efforts qui ont été faits. Donc, ça veut dire que vraiment, il faut qu'on continue à travailler pour que le besoin primaire de la population puisse être rencontré pour qu'on puisse briller collectivement. Comment ce besoin primaire peut-il être rencontré? Augmentation des salaires, oui, mais production en hausse, pas vraiment. Ici, vous brillez particulièrement parce que le secteur privé est fort. Je pense qu'au Congo, le secteur privé aussi est fort. Parce que quand je vois toutes ces entreprises qui viennent investir au Congo dans nos minerais, dans nos fermes, le secteur privé est fort. Maintenant, il faut qu'on regarde, en fait, où vont ces richesses. Quand quelqu'un vient avec pour son entreprise minière au Congo, qu'est-ce qu'il paye à l'État? C'est ça qu'on doit savoir. Moi, je pense que le secteur privé est vraiment fort. Parce que j'ai vu des gens aller au Congo, des gens travailleurs qui vont et qui s'enrichissent. Au Congo, il y a tellement de choses à faire. Mais je pense qu'on doit se structurer en tant qu'État pour qu'on puisse répondre. Je dis vraiment, c'est le besoin primaire de la population. C'est ça qui manque. Madame Lydia Moutibélé, je rappelle que vous êtes échevine ville de Bruxelles, chargée du logement, patrimoine public et égalité des chances. Merci de nous avoir accordé de votre précieux temps ici dans un merveilleux cadre. Ça, c'est Bruxelles. C'est Bruxelles et c'est chez vous. Chez vous. Oui. Parce que vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup, madame.